Welcome to a new episode of Min Washington. On this week's program, the latest developments in the war with Iran. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission depuis Washington. Nous aborderons cette semaine les axes suivants. Les dernières actualités de la guerre en Iran, les effets de cette guerre sur l'économie mondiale, les soutiens dont bénéficient les États-Unis et l'impact de cette guerre sur l'image des États-Unis dans le monde. Bonjour à toutes et à tous. Dans cet épisode depuis Washington, nous abordons un conflit qui dépasse désormais le cadre militaire et diplomatique. La guerre est aussi devenue une guerre de pression sur les marchés pétroliers, les routes maritimes, les gouvernements, mais également sur les populations confrontées aux difficultés d'approvisionnement et à la hausse du coût de la vie. J'ai moi-même observé une partie de cette réalité durant les premiers mois de la crise dans la région du Golfe. À mesure que les tensions ont monté dans le détroit d'Ormuz, les marchés ont immédiatement réagi, flambée des coûts de l'assurance, hausse des prix du pétrole et ralentissement du trafic maritime. Même loin de la zone de conflit, les conséquences se sont fait sentir jusqu'à dans le quotidien des Marocains. Près de 20% du pétrole mondial et du gaz naturel liquéfié transitent par le détroit d'Ormuz. Toute tension dans ce passage stratégique entraîne donc des répercussions rapides sur l'économie mondiale. Plusieurs questions seront au cœur de cette émission. Les signes récents d'apaisement annoncent-ils de véritables négociations ou seulement une pause avant une nouvelle escalade? L'économie mondiale peut-elle supporter une crise prolongée au Moyen-Orient? Qui sont les véritables alliés des États-Unis lorsque la pression s'accentue? Et cette guerre renforce-t-elle l'image de l'Amérique ou révèle-t-elle les limites de sa puissance? Ce conflit redéfinit non seulement l'avenir du Moyen-Orient, mais aussi les équilibres du leadership mondial, de la sécurité énergétique et de la stabilité économique internationale. Pour en débattre, nous recevons aujourd'hui le docteur Atif Abdeljawed, journaliste et spécialiste du Moyen-Orient, installé à Washington depuis de nombreuses années. Également avec nous, Gregory Aftandilian, expert des questions moyen-orientales et de la politique étrangère américaine à l'American University. Majid Sadekpour, défenseur des droits humains et directeur des politiques de l'Organisation de la communauté irano-américaine, ainsi que notre chroniqueur Chris Lapetina, responsable politique démocrate et président de Focus Consulting. Bienvenue à tous. Alors, commençons avec vous, Chris Lapetina. Quels sont les derniers développements de la guerre contre l'Iran? Existe-t-il aujourd'hui de réelles perspectives de paix ou s'agit-il simplement d'une pause tactique avant de nouvelles opérations militaires? Well, Mark, you asked a question that all of Washington is thinking about right now as we tape this show. Écoutez, Marc, vous posez là la question que tout Washington se pose aujourd'hui. Au moment même où nous enregistrons cette émission, c'est sans doute le principal sujet de débat dans la capitale américaine. Aux États-Unis, beaucoup espèrent voir cette guerre s'achever rapidement. Ce conflit ne bénéficie pas d'un large soutien au sein de l'opinion publique américaine. Et du côté iranien aussi, une partie de la population semble aspirer à un retour à l'apaisement. Mais des inquiétudes demeurent concernant certaines factions iraniennes qui pourraient refuser une fin immédiate des hostilités, estimant devoir répondre aux attaques et aux pressions subies jusqu'à présent. Pour elles, arrêter le conflit maintenant reviendrait à renoncer à démontrer leur capacité de riposte et à faire passer leur message. Malgré cela, un constat s'impose clairement. La majorité des Américains n'a jamais réellement souhaité cette guerre et beaucoup veulent désormais qu'elle prenne fin au plus vite. Gregory Aftandilian, quels sont aujourd'hui les signes concrets d'une avancée vers la paix? Les initiatives viennent-elles des États-Unis, de l'Iran ou de la communauté internationale préoccupée par l'approvisionnement en pétrole et en gaz? Qui détient actuellement les véritables leviers d'influence?
En réalité, les États-Unis et l'Iran souhaitent tous deux entamer des négociations sérieuses pour mettre fin à ce conflit. Et le Pakistan, qui a joué le rôle de médiateur, a également fait pression sur les deux parties pour qu'elles mettent un terme à ces différends. Bien entendu, la communauté internationale tout entière souhaite la fin de ce conflit en raison des coûts économiques considérables qu'il a engendrés ces 2 derniers mois, notamment compte tenu des graves pénuries de carburant que nous constatons en particulier en Asie. Majid, penchons-nous sur la situation en Iran. Le corps des gardiens de la Révolution est-il aujourd'hui suffisamment affaibli pour être contraint de négocier? Quels leviers peuvent encore être utilisés pour faire avancer le processus? Et si vous deviez conseiller l'administration américaine, quelle pression recommanderiez-vous pour amener les autorités iraniennes à la table des négociations? Je pense qu'il faut analyser cette question à travers la nature même du système iranien. Le corps des gardiens de la révolution islamique est une structure militarisée solidement enracinée depuis près de 46 ans. Sa mission première a toujours été de préserver le contrôle du régime sur la société iranienne, notamment par la répression intérieure afin d'assurer sa survie au pouvoir. Dans le contexte actuel, le régime semble engagé dans une véritable lutte pour leur survie. Des mosquées, des quartiers et des réseaux locaux ont été mobilisés pour rassembler les membres du Basij et les forces paramilitaires. D'importants moyens humains et matériels ont été déployés dans les rues avec un objectif central, empêcher tout futur soulèvement populaire. À mes yeux, les gardiens de la Révolution craignent davantage la colère du peuple iranien que les frappes américaines elles-mêmes. C'est là, selon moi, où réside la véritable fragilité du régime. Une population de plus de 90 millions d'habitants qui, depuis plus de 30 ans, entretient une relation de défiance avec le pouvoir et aspire à davantage d'espace politique pour exprimer ses revendications. Je pense que c'est précisément sur ce point sensible que se concentrent les failles et les erreurs d'appréciation accumulées depuis des années et qui apparaissent aujourd'hui plus critiques que jamais. Merci Majid. Chris, voici donc les leviers de pression exercés sur l'Iran par l'administration Trump et ses alliés pour tenter de contraindre les gardiens de la révolution et compliquer leur arrivée à la table des négociations. Mais à l'inverse, quels sont les points de pression auxquels Donald Trump est lui-même exposé sur les plans national et international? So when we talk about the U.S. economy, a lot of times Americans have to think about things and have to check their monthly bills. Lorsqu'il est question de l'économie américaine, les citoyens pensent d'abord à la hausse de leurs dépenses quotidiennes et de leurs factures. Mais un indicateur reste omniprésent pour tous, les prix du carburant. Affiché en permanence dans les stations-service, il constitue un baromètre visible de la situation économique. Les consommateurs observent ainsi une hausse continue des prix sans véritable signe d'inversion. Cette évolution traduit les pressions économiques auxquelles l'administration américaine fait face, alors que les effets de la guerre se font de plus en plus sentir dans le quotidien des Américains. L'administration Trump semble chercher à gérer cette situation de manière fluctuante. Par moments, Donald Trump affirme avoir évité un scénario bien plus grave. À d'autres, il apparaît s'engager dans une course contre la montre pour mettre fin au conflit, faire baisser les prix du carburant et restaurer la dynamique économique d'avant-guerre. Donc, Grégory, voici les principaux points de pression sur l'Iran et sur les États-Unis. Parlons maintenant de l'état actuel des négociations. Nous avons rencontré les Iraniens à Islamabad lors de discussions menées sous l'égide du Pakistan et peut-être aussi avec l'appui de la Chine. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui sur les grands dossiers? Le programme nucléaire iranien, la sécurisation du détroit d'Ormuz, l'arrêt des activités des groupes affiliés à l'Iran et au Moyen-Orient et la question des missiles balistiques. L'administration Trump progresse-t-elle réellement ou sommes-nous toujours dans une impasse? Well, I think they probably have made progress on the issue of the Strait of Hormuz.
Je pense que des avancées ont sans doute été réalisées sur la question du détroit d'Ormuz à travers un possible arrangement. Les États-Unis cesseraient de bloquer l'accès des navires aux ports iraniens, tandis que l'Iran accepterait en retour Bajiz et les forces paramilitaires. D'importants moyens humains et matériels ont été déployés dans les rues avec un objectif central, empêcher tout futur soulèvement populaire. À mes yeux, les gardiens de la révolution craignent davantage la colère du peuple iranien que les frappes américaines elles-mêmes. C'est là, donc, selon moi, qui réside la véritable fragilité du régime. Une population de plus de 90 millions d'habitants qui, depuis plus de 30 ans, entretient une relation de défiance avec le pouvoir et aspire à davantage d'espace politique pour exprimer ses revendications. Je pense que c'est précisément sur ce point sensible que se concentrent les failles et les erreurs d'appréciation accumulées depuis des années et qui apparaissent aujourd'hui plus critiques que jamais. Majid, approfondissons les éléments évoqués par Grégory, notamment la manière dont les Iraniens perçoivent leur activité et leur disposition à réprimer leur population tout en absorbant les chocs économiques. Observe-t-on de réels progrès sur le dossier nucléaire, en particulier sur l'uranium enrichi que Donald Trump souhaite retirer d'Iran alors que Téhéran propose de geler l'enrichissement pendant 5 ans? Les autorités iraniennes affirment également avoir besoin de leurs missiles qu'elles entendent conserver et considèrent les activités de leurs alliés au Yémen, au Liban, en Irak, en Syrie, à Gaza et ailleurs comme une source essentielle de leur influence. Dans ces conditions, sera-t-il difficile de les faire évoluer sur ces positions au cours des prochaines phases de négociation? Pour répondre à vos interrogations, il faut d'abord revenir aux raisons profondes qui ont poussé l'Iran à développer un programme de missiles balistiques et un programme nucléaire à visée militaire, ainsi qu'à soutenir les différents groupes armés évoqués précédemment. L'objectif central de cette stratégie est de tenir les puissances étrangères à distance et de garantir la survie du régime. Le conflit actuel illustre cette logique, notamment à travers l'usage et la menace d'armes de destruction massive. Toute la doctrine sécuritaire repose ainsi sur la préservation du pouvoir par ses capacités militaires et stratégiques. Cette approche s'explique selon cette lecture par un déficit profond de légitimité interne et par l'incapacité du régime à répondre aux attentes fondamentales de la population en matière de liberté, de sécurité économique et de droits civiques. C'est pourquoi la question de la rue iranienne reste centrale. Ces enjeux ne peuvent être traités uniquement par les leviers extérieurs du régime. Ils impliquent aussi le rôle du corps des gardiens de la révolution islamique. Dès lors, une question clé se pose. La communauté internationale peut-elle considérer les gardiens de la révolution comme un acteur légitime? Si oui, des négociations restent possibles, mais avec des risques élevés. Cependant, une partie de la population iranienne estime désormais qu'ils doivent être démantelés et que le régime doit être renversé, ce qui éclaire l'intensification récente de la répression et des exécutions. Ces derniers jours, plusieurs dizaines de manifestants et de membres de groupes de résistance auraient été exécutés, dont des membres de l'organisation des Moudjahidines du peuple. Comme indiqué, la principale crainte du régime reste avant tout sa propre population. Dans ce contexte, le pouvoir a peu d'intérêt à faire des concessions majeures. Toute ouverture significative envers la communauté internationale, notamment les États-Unis, risquerait d'affaiblir son système de contrôle interne et de le rendre vulnérable à une pression populaire qu'il pourrait ne plus être en mesure de contenir. Bien, voyons maintenant les actions de l'administration Trump et retrouvons notre correspondant Adel Dassoki à la Maison-Blanche. Adel, alors que des visiteurs venus des États-Unis et du monde entier continuent d'affluer à Washington en pleine crise, comment les Américains réagissent-ils aux conséquences économiques du conflit, notamment la hausse des prix du carburant, l'inflation et l'incertitude générale?
بالفعل يا مارك تتزايد داخل الشارع الأمريكي المخاوف من التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران. En effet, Marc, l'opinion publique américaine est de plus en plus inquiète des conséquences économiques d'un conflit avec l'Iran, en particulier la hausse des prix de l'énergie et les effets d'une escalade prolongée sur le quotidien des citoyens. Si une partie des Américains estime qu'une confrontation relève de la défense, des intérêts stratégiques et de la sécurité nationale, beaucoup redoutent un coût économique élevé, alors que les ménages subissent déjà l'inflation et la hausse du coût de la vie. Ces inquiétudes se reflètent notamment dans l'évolution des prix du carburant. Nombreux sont ceux qui craignent qu'une perturbation des approvisionnements pétroliers, voire une fermeture du détroit d'Ormuz, n'entraîne une forte hausse de l'essence, avec des effets directs sur les transports, l'alimentation et les biens essentiels. Plusieurs économistes alertent aussi sur les risques d'instabilité financière et d'érosion de la confiance des investisseurs et des consommateurs si le conflit s'éternise. Sur le plan politique, le pays apparaît très divisé. Les partisans du président jugent nécessaire de maintenir la pression sur l'Iran pour préserver l'influence américaine au Moyen-Orient, tandis que d'autres craignent un engrenage coûteux aggravant la dette et le déficit. Mais pour la majorité des Américains, la question reste avant tout économique. Cette guerre va-t-elle encore faire augmenter les prix et réduire le pouvoir d'achat? Une interrogation de plus en plus présente dans les médias et sur les réseaux sociaux, surtout à l'approche des prochaines échéances électorales. Merci Adèle. Voilà donc l'état des préoccupations qui dominent aujourd'hui l'opinion publique américaine. Chris, vous suivez de près l'actualité politique aux États-Unis. Pouvez-vous nous donner un aperçu de la situation actuelle et des positions respectives des républicains et des démocrates? La polarisation politique est particulièrement forte, comme en témoignent les nombreuses auditions au Congrès, notamment en présence du secrétaire à la Défense, ainsi que les nombreuses questions posées par les électeurs à leurs représentants. Par ailleurs, les élections de mi-mandat approchent à grands pas dans un contexte de plus en plus incertain. Revenons d'abord au point de départ. Habituellement, lorsqu'ils entrent en guerre, les États-Unis voient leur président expliquer clairement les raisons de l'intervention et obtenir un large soutien de l'opinion publique, dans un élan de ralliement patriotique. Or, dans le cas présent, cette dynamique ne s'est pas installée. Donald Trump n'a pas su apporter de justification suffisamment claire et convaincante. Dès le début du conflit, les sondages ont montré une forte hostilité à l'intervention, une défiance qui n'a cessé de s'amplifier. Contrairement aux situations de guerre classiques, il n'a pas bénéficié du soutien habituel des deux grands partis, ni des électeurs indépendants. Le conflit a donc démarré dans un contexte de fragilité politique, qui s'est aggravé au fil du temps. Plus la guerre dure, plus les Américains s'interrogent sur ses motivations réelles et ses résultats, tandis que l'administration peine à répondre de manière claire aux principales préoccupations de l'opinion. Cette situation pèse lourdement sur le Parti républicain et plus largement sur tout le paysage politique américain, d'autant que les élections de mi-mandat de novembre, décisives pour le Congrès, approchent rapidement. Si Donald Trump donne aujourd'hui l'impression de reconnaître implicitement une erreur stratégique, c'est aussi parce qu'il cherche à se sortir de ce conflit sans abîmer son image politique, en mettant en avant une gestion qu'il juge supérieure à celle de Barack Obama, même si cette lecture convainc difficilement l'opinion. Grégory, examinons cela sous l'angle économique. La forte hausse des prix du carburant a déjà touché de nombreux secteurs, des chaînes d'approvisionnement au coût de la vie, et ces effets sont aujourd'hui bien visibles. Que pourrait-il se passer si la crise du détroit d'Ormuz venait à durer? Et comment la situation évoluerait-elle si l'administration Trump devait continuer à gérer ces difficultés dans les semaines et les mois à venir? Il suffit dans un premier temps d'observer l'évolution de l'inflation. Elle était d'environ 2,4% en février et atteint désormais près de 4%. Si le conflit se prolonge, une aggravation dans les mois à venir paraît probable.
Le mécontentement des consommateurs américains est déjà visible, notamment dans les stations-service où la hausse continue des prix du carburant est flagrante, mais les effets ne se limitent pas à l'énergie. Près de 30% des engrais azotés utilisés dans le monde proviennent du Golfe, une dépendance qui touche directement les agriculteurs américains. Confrontés à la hausse du coût des intrants, cela pourrait aussi entraîner une augmentation des prix alimentaires, la production agricole dépendant d'engrais de plus en plus chers et difficile d'accès. À cela s'ajoutent les coûts de transport à l'intérieur des États-Unis, eux aussi en hausse avec l'augmentation des prix de l'énergie. L'ensemble de ces facteurs alimente une inflation plus marquée, ce qui pourrait devenir un défi politique majeur pour Donald Trump et le Parti républicain. Bien, faisons le lien, Grégory, avec ce que vous avez évoqué au sujet des engrais. Le Maroc est un important fournisseur des phosphates pour les États-Unis et pour le reste du monde. Quel pourrait être l'impact sur l'économie marocaine? Le pays peut-il, au moins à court terme, bénéficier d'une plus grande demande et d'une meilleure valorisation de ses produits sur les marchés internationaux? Honnêtement, je ne suis pas un spécialiste des engrais, mais dans la mesure où le Maroc en produit, il pourrait augmenter ses exportations en doux-phosphate vers les États-Unis et d'autres économies dans le monde. Ce secteur pourrait donc en tirer un bénéfice à court terme. Et il convient également d'examiner la situation économique en Iran. Le rial iranien s'échange aujourd'hui à près de 1,8 million pour $1, ce qui illustre l'effondrement profond de la monnaie nationale. Par ailleurs, la population est privée d'accès à Internet depuis environ 70 jours, sauf pour les membres des gardiens de la Révolution et du régime, une situation qui perturbe fortement les activités économiques et commerciales. Comment une économie peut-elle fonctionner normalement lorsque les échanges deviennent aussi limités, voire impossibles ? Comme l'a rappelé Grégory, l'inflation aux États-Unis avoisine 2,5% et pourrait devenir un enjeu politique si elle se prolonge. Mais la situation iranienne est bien plus grave. L'inflation dépasse 50% et certains produits alimentaires ont vu leur prix augmenter de 150%. Malgré cela, le régime reste en place. Dès lors, une question centrale demeure, jusqu'où la pression économique devra-t-elle s'intensifier pour amener l'Iran à s'engager réellement dans des négociations ? Je pense qu'il est possible d'amener le régime iranien à la table des négociations, mais la conclusion d'un accord significatif suppose une condition essentielle: que le régime accepte de réelles concessions et ouvre ses programmes sensibles à un contrôle international transparent et rigoureux. Le problème central est que ce régime ne semble pas hésiter à imposer de lourds sacrifices à sa population, tout en accentuant les tensions avec la communauté internationale, comme l'illustre la situation dans le détroit d'Ormuz. Il faut aussi rappeler que l'Iran dispose de ressources importantes, d'une position géostratégique majeure et de ressources hydriques au nord du pays, ce qui lui permet de résister aux pressions économiques sur une période relativement longue. D'où une question clé: les dirigeants iraniens pensent-ils que ces pressions finiront par contraindre les États-Unis et leurs alliés à changer de position? C'est pourquoi la politique américaine ne devrait pas se limiter à une alternative entre apaisement et négociation sans fin d'un côté ou intervention militaire de l'autre. Entre ces deux opinions existe une troisième voie, celle d'une opposition organisée incarnée par le Conseil national de la résistance iranienne. Ce mouvement affirme disposer de capacités sur le terrain et de structures pour gérer une transition en cas de chute du régime, notamment à travers un programme en 10 points porté par Mariam Rajavi. Dans cette logique, il est important que les États-Unis reconnaissent l'existence de cette opposition structurée et lui accordent une forme de légitimité politique, au minimum diplomatique. Certains estiment donc qu'il faut saisir cette opportunité dès maintenant. Malgré les menaces du régime, celui-ci serait déjà fragilisé de l'intérieur et engagé dans une érosion progressive, pouvant conduire à terme à son effondrement. Dans cette perspective, la communauté internationale, sous l'impulsion américaine, devrait se préparer dès aujourd'hui à gérer un éventuel vide politique en Iran.
Voilà pour les principaux défis économiques auxquels font face les États-Unis et l'Iran. Chris, vous vous êtes rendu à plusieurs reprises dans la région du Golfe ces dernières années, dans des pays ciblés par des missiles et des drones iraniens et confrontés à des restrictions de navigation dans le détroit d'Ormuz. Quel impact cette situation a-t-elle sur eux? Ces États vont-ils désormais accroître la pression sur les deux parties, notamment sur les États-Unis et Donald Trump, afin d'obtenir rapidement un accord susceptible de relancer leurs économies largement dépendantes des exportations de pétrole et de gaz naturel? Résumons les principaux éléments évoqués aujourd'hui. Le régime iranien apparaît comme un système autoritaire et répressif dont les dirigeants semblent soucieux de préserver leur pouvoir sans réelle considération pour les souffrances de leur population. Mais une autre question se pose. Qui prend en compte les conséquences économiques pour les citoyens américains? Les Américains supportent difficilement les crises économiques, surtout lorsqu'ils se traduisent par une hausse du coût de la vie et une baisse du pouvoir d'achat. Les États du Golfe sont également concernés, malgré des réalités économiques contrastées, et sont devenus des acteurs majeurs sur la scène internationale, avec une image renforcée par leur succès économique, diplomatique et stratégique. Pourtant, leurs infrastructures restent encore exposées à des attaques et menaces liées au régime iranien. Je pense que les gardiens de la révolution et les dirigeants à Téhéran estiment que le régime peut supporter des niveaux de pression économique et sociale bien plus élevés que ceux tolérables pour les Américains ou leurs alliés du Golfe. Enfin, il est probable que les prochaines discussions abordent les conséquences plus larges de ce conflit, notamment les tensions diplomatiques qu'il a engendrées avec une place importante pour les États membres du Conseil de coopération du Golfe. Tout à fait, nous faisons une pause et nous reviendrons ensuite sur le statut et l'image des États-Unis. Restez avec nous. Please stay tuned. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission depuis Washington. Le Christian Science Monitor a récemment publié un article intitulé « En Europe et désormais en Asie, la confiance dans le soutien américain s'érode ». Un titre qui reflète une tendance plus large. Au-delà des inquiétudes liées à la guerre, ce sont désormais le leadership des États-Unis, la fiabilité de leur engagement et l'avenir de leurs alliances qui sont remis en question à l'échelle mondiale. On fait le point sur cet article. جريدة كريستيان ساينس مونيتور مقال رأي بعنوان في أوروبا والآن. Le Christian Science Monitor a récemment publié un article intitulé « En Europe et désormais en Asie, la confiance dans le soutien américain s'érode ». Le journal souligne que les répercussions économiques et politiques d'un conflit avec l'Iran inquiètent de plus en plus les alliés traditionnels de Washington quant à la solidité de leur partenariat. Parmi les développements récents en Europe figure notamment la décision du président Donald Trump de retirer 5000 soldats américains d'Allemagne. Les effets de la guerre se font également sentir dans la région Indo-Pacifique, pourtant présentée comme une priorité stratégique. Selon l'article, la guerre menée contre l'Iran, en coordination avec Israël et sans concertation approfondie avec les alliés, aurait davantage pesé sur les partenaires des États-Unis que sur l'économie américaine elle-même. Les critiques de Donald Trump envers certains alliés réticents à s'impliquer ont aussi renforcé les interrogations sur une éventuelle réduction progressive et désordonnée de l'engagement américain à l'étranger. Le Moniteur indique également que le Japon, la Corée du Sud et d'autres partenaires asiatiques ont le sentiment que Washington ne les considère plus comme des alliés stratégiques centraux, mais davantage comme des acteurs secondaires. Le retrait des troupes américaines d'Allemagne a par ailleurs suscité des inquiétudes au sein de l'OTAN. Enfin, le journal estime que l'un des signes les plus révélateurs de ces inquiétudes est le renforcement des coopérations régionales de défense. L'Europe intensifie sa coordination autour de l'Ukraine face à la Russie, tandis que le Japon cherche à renforcer ses capacités militaires et à assouplir ses règles d'exportation d'armement. Si un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran venait à se confirmer, les différents acteurs pourraient alors se concentrer sur la réparation des conséquences économiques, diplomatiques et stratégiques de ce conflit.
Bien, Dr Abdeljawad, comme le souligne le rapport du Monitor, les États-Unis font face à plusieurs défis internationaux dans leurs relations avec l'Europe, l'Asie et les États du Golfe. Dans ce contexte, quel impact la guerre menée aux côtés d'Israël contre l'Iran a-t-elle sur les relations internationales et sur l'emploi aux États-Unis? I think the relationship was impacted before the war. And the main reason is that the leadership in Washington made very little notice of how. Je pense que ces relations étaient déjà fragilisées avant le conflit, principalement parce que les dirigeants de Washington n'ont pas suffisamment pris en compte l'importance de préserver de bonnes relations avec les membres de l'OTAN pour la sécurité des États-Unis eux-mêmes. Even before the war, that NATO didn't help the US at all. That when we know that NATO contributed. Permettez-moi de donner un exemple. Le président Trump a souvent affirmé, même avant la guerre, que l'OTAN n'avait pas réellement aidé les États-Unis, alors que l'Alliance a pourtant participé à la campagne en Afghanistan avec des forces allemandes et européennes aux côtés des troupes américaines, et qu'elle avait également exprimé son soutien après le 11 septembre. President Trump is, and I may be wrong about that, was the main reason why. C'est pourquoi je pense que, sous la présidence, une grande partie du mécontentement des alliés européens vis-à-vis du leadership américain s'est accentuée. Plus largement, même si le président Trump estime que les États-Unis disposent d'une puissance militaire et économique solide, la conduite d'un conflit exige de consulter ses alliés avant toute décision et de réfléchir sérieusement aux implications stratégiques, notamment concernant le détroit d'Ormuz. To consult with your allies before the war broke out? To think thoroughly about the Strait of Hormuz before you launch the attack? Toute personne, même au niveau scolaire, comprendrait l'importance de cette question avant d'entrer en guerre. The Strait of Hormuz is taken care of before you start launching the war. And finally, I may think. Enfin, il faut aussi envisager des alternatives à long terme au détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole mondial. La question est donc de savoir s'il est temps de développer et sécuriser d'autres routes énergétiques pour réduire cette dépendance. Tout à fait. Chris, prenons l'analyse du Dr Abdeljawad et appliquons-la plus directement aux pays de l'OTAN et à l'Europe. Comme nous le savons, le président Trump a exercé une forte pression sur le soutien de l'OTAN à l'Ukraine, tout en exprimant aussi son intérêt pour le Groenland. Dans le même temps, il a négocié une hausse des droits de douane avec plusieurs pays européens et s'ajoute désormais la guerre contre l'Iran. Comment l'ensemble de ces éléments influencera-t-elle l'avenir de l'OTAN et les relations des États-Unis avec leurs alliés transatlantiques historiques? Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que l'OTAN ne peut plus compter sur les États-Unis sur le plan militaire comme auparavant. Certains pourraient y voir une opportunité pour les deux camps, mais en réalité, les partenaires de Washington au sein de l'OTAN cherchent désormais d'autres équilibres. On voit ainsi le Canada renforcer ses discussions économiques avec la Chine, tandis que plusieurs pays européens explorent de nouveaux partenaires économiques, sociaux et culturels. Je pense que cela constitue l'un des effets négatifs de la politique de Trump envers les alliés traditionnels et je ne crois pas qu'une évolution du dossier iranien suffise à ramener ses partenaires à une plus grande confiance dans les pratiques d'avant-guerre. Majid, analysons la diplomatie iranienne et ses relations internationales. Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est rendu en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine et en Chine pour s'entretenir avec le président Xi. L'Iran entretient donc un certain niveau de relations diplomatiques, même si elles sont limitées.
Quels sont aujourd'hui les principaux défis auxquels cette diplomatie est confrontée et quelle est l'image de l'Iran sur la scène internationale? Bon, en Iran, différentes factions s'opposent au sein même du régime, chacune cherchant à renforcer son influence, tout en tenant de présenter à l'extérieur une image d'unité. Sur le plan diplomatique, le régime privilégie une forme de guerre prolongée de faible intensité en maintenant un état de tension durable afin d'épuiser les efforts internationaux, notamment américains, visant à exercer ces pressions. Il cherche ainsi à éviter une issue rapide du conflit. Selon cette analyse, s'il mettait fin à la confrontation, il devrait alors faire face directement à sa population. Il faut rappeler les suites du soulèvement de janvier, marquées par des dizaines de milliers de morts dans les rues, ainsi que par des tensions internes toujours non résolues. Le régime a par ailleurs perdu plusieurs de ses responsables et se retrouve confronté à une opposition organisée. À titre d'exemple, une importante mobilisation a eu lieu quelques jours avant le début des bombardements à l'intérieur même de l'enceinte de Khamenei, une zone pourtant hautement sécurisée. Un tel rassemblement dans un lieu aussi sensible suppose une capacité d'organisation significative. Le régime en aurait tiré les conséquences en maintenant depuis lors ses forces de sécurité dans les rues. Avec le déclenchement de la guerre, ce dispositif a été prolongé, mais si le conflit prend fin et que ses forces se retirent, le régime pourrait être confronté à un nouveau soulèvement auquel il pourrait ne pas survivre. C'est pourquoi il est essentiel, selon cette vision, de soutenir les dynamiques internes du peuple iranien dans sa volonté de renverser le régime, sans recourir à ce stade à une aide militaire ou financière directe. Les efforts politiques américains devraient s'orienter dans cette direction. L'Iran, Majid, a attaqué 14 de ses pays voisins et la situation semble pourtant inchangée. Les États-Unis ont déjà évoqué la possibilité d'un partenariat avec les Kurdes, tandis que l'organisation des Moudjahidines du peuple joue également un rôle dans ce contexte. Que se passe-t-il aujourd'hui en Iran sur les plans politiques et diplomatiques, ainsi que dans ses relations avec ses voisins? Et pourquoi, après plus de 70 jours de conflit, n'a-t-on pas exercé davantage de pression pour fragiliser davantage le régime? Je pense qu'en matière de politique internationale, qu'on le veuille ou non, les États-Unis influencent fortement les orientations mondiales concernant l'Iran. De ce fait, leurs alliés s'alignent souvent sur leur position, même sans l'affirmer publiquement, et suivent en pratique leurs choix politiques. Dans ce cadre, malgré les pressions exercées, l'objectif n'est pas un changement de régime. Si tel était le cas, cela signifierait que les approches fondées sur la guerre comme sur l'apaisement ont toutes deux échoué. Une politique efficace viserait plutôt à encourager une dynamique interne en permettant au peuple iranien de faire évoluer la situation de l'intérieur même. De son côté, le régime cherche à séparer la population de toute opposition organisée, à faire croire qu'il existe des alternatives internes et à nier l'existence d'une opposition structurée. Ces perceptions erronées ont longtemps freiné l'élaboration d'une stratégie globale et le soutien à l'opposition iranienne. Pour éviter toute confusion, il existe bien une opposition organisée et structurée. Vous avez évoqué les Kurdes, certes, mais l'ampleur de l'organisation des Moudjahidines du peuple ne peut être ignorée. Les Moudjahidines du peuple jouent effectivement un rôle dans ce contexte. Une autre analyse, celle du Dr Abdel Jawed, estime que les États-Unis, dans l'élaboration de leur politique, n'ont pas adopté la même méthode qu'auparavant, notamment en matière de consultation préalable avec leurs alliés, avant d'engager une guerre ou encore sur les sanctions, la menace nucléaire et les risques liés aux groupes affiliés à l'Iran. Selon lui, une meilleure coordination avec les alliés du Golfe et du Moyen-Orient aurait également été nécessaire face aux activités de ces groupes dans plusieurs pays.
Dès lors, pour préserver l'image des États-Unis, qu'aurait dû faire différemment Donald Trump avant de se lancer dans une guerre contre l'Iran? Several factors. I think that Mr. Trump should have consulted with allies and made sure that he has at least most of them. À mon avis, plusieurs éléments montrent que le président Trump aurait dû consulter davantage ses alliés avant d'engager la guerre et s'assurer d'un soutien au moins majoritaire, car même en tant que principal leader de l'OTAN, les États-Unis restent dépendants de cette alliance. Deuxièmement, comme je l'ai déjà souligné, la question du détroit d'Ormuz aurait dû être centrale. Que faire en cas de fermeture ou de menace de fermeture? C'est une interrogation élémentaire que toute analyse sérieuse, même au niveau scolaire, aurait dû intégrer avant toute action militaire. Troisièmement, l'administration a sous-estimé l'impact économique interne aux États-Unis, ce qui se reflète aujourd'hui dans des décisions parfois imprévisibles, marquées par des changements de position fréquents. Plusieurs facteurs préalables à la guerre, ignorés au départ, ont déjà commencé à produire des effets rapides à l'échelle mondiale. Enfin, une récession américaine ne se limite jamais aux États-Unis. Ses conséquences se répercutent inévitablement sur l'ensemble de l'économie mondiale. C'est tout à fait vrai. Nous avons évoqué l'Europe, le Moyen-Orient et les politiques publiques en général. Revenons maintenant à Chris Lapetina pour aborder l'Asie. La région dépend moins directement du pétrole et du gaz du Golfe qui transitent par le détroit d'Ormuz, mais elle reste néanmoins concernée. Le président Trump doit se rendre à Pékin dans les prochains jours, alors même que l'Iran entretient des relations étroites avec la Chine. Les pays asiatiques se retrouvent donc eux aussi dans une position délicate. Quelles seront les conséquences sur l'image des États-Unis et sur leurs relations avec les partenaires asiatiques, mais aussi avec leurs rivaux stratégiques comme la Chine? Quand on observe qui a le plus bénéficié de la guerre menée par Trump, la Chine arrive en tête. Aujourd'hui, elle apparaît comme une superpuissance stable, dont les politiques sont lisibles et prévisibles, et qui semble plus assurée dans la gestion de ses positions. Cela place les alliés des États-Unis dans une situation délicate. Ils peuvent désormais regarder la Chine et se dire que malgré certaines réserves, certains aspects de leurs relations passées peuvent leur manquer. Et dans le contexte actuel, avec Trump à la Maison-Blanche, la Chine peut apparaître comme une option plus attractive. Okay, so Asia, Gulf. Très bien, nous avons donc évoqué l'Asie, le Golfe et l'OTAN, mais pas encore le Congrès. Passons maintenant à notre correspondante, Shorok Diab. Shorok, quelles réactions avez-vous observées concernant l'image des États-Unis dans le monde avant et pendant cette guerre? Oui, Marc, la majorité des personnes interrogées ont exprimé de fortes inquiétudes quant aux conséquences à long terme de cette guerre. Elles estiment également que l'image des États-Unis est fortement dégradée par le régime iranien, tandis que celle de l'Amérique comme allié fiable est affaiblie par les divisions au Congrès entre partisans du conflit et opposants à la ligne de Donald Trump. Sur le terrain, le climat aux États-Unis montre une polarisation marquée, contrairement aux périodes de guerre habituelles où la population se rassemble derrière l'armée. Ici, les effets sur le pouvoir d'achat et la hausse des prix du carburant ont contribué à retourner l'opinion publique et à fragiliser le soutien au conflit, ce qui pèse aussi sur la popularité de Donald Trump. Je tiens à adresser un message de profonde gratitude à nos forces armées. Je leur exprime toute ma reconnaissance, convaincu que le peuple américain partage ce respect. Nous souhaitons avant tout leur retour au pays sain et sauf, auprès de leurs proches. Mes pensées vont à eux ainsi qu'à leurs familles. Nos militaires consentent à d'importants sacrifices et notre priorité reste leur sécurité, leur retour sain et sauf. Leurs familles les attendent dans l'inquiétude et avec une grande impatience.
Le Congrès est également appelé à intervenir dans cette situation délicate. Jusqu'à présent, le président Trump a réussi à maintenir le Parlement à distance de la plupart des aspects de ce dossier, notamment grâce à sa majorité à la Chambre des représentants et au Sénat. Dr Abdeljawad, selon vous, quel sera le rôle du Congrès dans les jours et les semaines à venir? Part of the reason why Mr. Trump faces a challenge is the upcoming midterm elections. Les élections législatives de mi-mandat représentent l'un des principaux défis du président Trump. À ce stade, les républicains disposent d'une majorité relativement faible, estimée à quelques sièges seulement, mais cette situation reste incertaine à l'approche du scrutin de novembre. Les projections suggèrent que les démocrates pourraient gagner du terrain et remporter plusieurs sièges actuellement détenus par les républicains. Dans ce scénario, le président Trump pourrait se retrouver dans les 2 années suivantes dans une position institutionnellement affaiblie et avec une marge de manœuvre politique fortement réduite. Dans ce contexte, il apparaît essentiel que le Congrès assume pleinement son rôle en veillant à l'application stricte de la loi sur les pouvoirs de guerre et en s'opposant à toute initiative législative soutenant les orientations du président Donald Trump. Yes, very true. Majid, let's go now to the parliament in... Oui, c'est très vrai. Majid, intéressons-nous maintenant au Parlement iranien. L'un des négociateurs les plus influents de l'Assemblée est M. Ghalibaf, dont le poids politique s'est renforcé durant ces événements, au point de devenir une voix quasi incontournable dans les discussions. Que se passe-t-il aujourd'hui en Iran du côté du pouvoir législatif et des élus? Subissent-ils des pressions particulières et font-ils face à des défis comparables à ceux évoqués par Chris et le Dr Abdeljawad pour les États-Unis? Je pense que le pouvoir en Iran est clairement concentré entre les mains des gardiens de la révolution, dont plusieurs dirigeants occupent des positions centrales dans les sphères politiques et sécuritaires, notamment d'anciens commandants de cette institution. Le système peut être décrit comme une structure de pouvoir très centralisée, fonctionnant en partie comme un réseau fermé, exerçant une influence déterminante sur l'ensemble de l'appareil d'État. Dans ce contexte, les tensions et rivalités internes qui apparaissent sous pression sont dans une certaine mesure compréhensibles. Je souhaite également revenir sur le rôle du Congrès américain. Des milliers de personnes sont appelées à se rassembler aux États-Unis le 16 de ce mois devant le Capitole, avant une marche vers Washington. Nous estimons que la puissance des États-Unis repose en grande partie sur leur autorité morale à l'international. Les exécutions et violences observées en Iran reflètent la réalité d'un régime en confrontation avec sa propre population. Dans cette optique, les États-Unis pourraient jouer un rôle déterminant en reconnaissant et en soutenant le potentiel du peuple iranien, ainsi que celui de sa résistance organisée. Tel sera le message porté lors de la mobilisation du 16 mai devant le Congrès et lors de la marche vers Washington. Dr. Atif, give us some historical perspective on this. Dr Abdeljawad, pouvez-vous nous rappeler le contexte historique de cette question? Si l'on prend par exemple la première guerre du Golfe au début des années 90 pour libérer le Koweït, quel a été son impact sur l'image des États-Unis dans le monde et au Moyen-Orient? Puis sont venues les guerres d'Irak et d'Afghanistan entre 2001 et 2020, soit 2 décennies de conflits continus. Dans quelle mesure pensez-vous qu'une guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran pourrait à long terme affecter l'image des États-Unis? It impacted the image negatively. It was bad even before the war. Cela a porté atteinte à l'image des États-Unis, déjà fragile avant même le déclenchement de la guerre. En réalité, une large partie de l'opinion publique mondiale adopte un regard critique. Les gouvernements, pour des raisons stratégiques, sont souvent contraints d'en maintenir de bonnes relations avec Washington, ce qui les conduit parfois à afficher un soutien de circonstance au président Donald Trump.
Mais une partie importante de l'opinion le perçoit comme une personnalité centrée sur elle-même et comme un dirigeant populiste qui tend à accentuer les tensions et à s'adresser aux masses dans un discours volontairement polarisant. Sur le plan historique, il faut rappeler deux moments clés, la guerre en Irak et l'invasion de 2003, dont les conséquences ont contribué à fragiliser l'économie mondiale, notamment lors de la crise de 2008. Barack Obama a ensuite tenté d'en limiter les effets pendant plusieurs années. De plus, l'argument central avancé par l'administration de George Bush, l'existence d'armes de destruction massive en Irak, s'est révélé infondé. Dès lors, les États-Unis ont été confrontés à une difficulté majeure, maintenir la crédibilité de leur justification et leur position dans la durée face à l'évolution des faits. Enfin, il reste à interroger les raisons pour lesquelles la politique américaine à l'égard de l'Iran demeure aujourd'hui marquée par une certaine instabilité et un manque de lisibilité. Majid, je voudrais poser une question précise concernant l'Iran. Le 8 et 9 janvier de cette année, le régime aurait été responsable de la mort de plusieurs milliers de citoyens iraniens, estimés entre 7 000 et 30 000 selon certaines sources. Dans un autre contexte, un tel événement aurait probablement provoqué un effondrement du régime. Pourtant, en Iran, cet épisode n'a pas entraîné de rupture majeure et semble en partie avoir été banalisé. Aujourd'hui encore, environ 120 ambassades et consulats iraniens restent actifs dans le monde. Dans ces conditions, peut-on considérer que ces événements n'ont pas suffisamment affecté l'image internationale de l'Iran ? Quelles mesures pourraient être envisagées pour remettre en cause ces relations diplomatiques maintenues dans de nombreuses capitales européennes, asiatiques et ailleurs, où se poursuivent aussi des échanges économiques et diplomatiques? En définitive, l'Iran continue d'agir sur la scène internationale comme si de rien n'était. Quel est votre point de vue? Cette question est en effet pertinente et peut être reformulée ainsi. Que révèle sur le plan de la conscience morale des États le fait que de nombreux pays continuent d'accueillir des diplomates iraniens tout en envoyant leurs propres représentants en Iran, malgré de graves violations des droits humains? Par ailleurs, ces mêmes États maintiennent des relations commerciales avec ce régime et contribuent dans certaines instances internationales à sa légitimation, notamment aux Nations Unies. Une telle situation peut être perçue pour beaucoup comme un échec moral, en particulier de la part de plusieurs pays européens. À cela s'ajoute le silence relatif observé ces dernières semaines. Très peu d'États européens ont condamné publiquement les récentes exécutions, ce qui contribue de fait à renforcer la position du régime sur la scène internationale. C'est dans ce contexte que nous formulerons nos demandes lors de la réunion du 16 mai, en appelant notamment les États-Unis à condamner officiellement ces exécutions. À mon sens, la réponse réside avant tout dans la volonté des plus de 90 millions d'Iraniens qui aspirent à la fin de ce régime, comme le souligne aussi la société civile et l'opposition iranienne. Enfin, la communauté internationale, et en particulier les pays européens, doit interroger sa propre cohérence et reconnaître que ceux qui participent à la répression du peuple iranien sont souvent les mêmes avec lesquels elle entretient encore des relations diplomatiques. Merci Majid, merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous invitons à retrouver Médien TV, l'émission depuis Washington, sur les réseaux sociaux. Je tiens à remercier nos invités, le Dr Atif Abdeljawad, Grégory Aftandilian, Majid Sadekpour, ainsi que notre chroniqueur Chris Lapetina. Merci également à nos correspondants Shourouk Diab et Adel Dessouki à la Maison-Blanche. Un remerciement particulier à l'équipe de production dirigée par le réalisateur et producteur Mohamed Saïd El-Ouafi. Encore merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouvel épisode depuis Washington.